Je suis désignée de manière très aimable pour présenter Clarisse Ehrenschmidt, qui est chercheur au CNRS, spécialiste de l'histoire de l'Iran, spécialiste de nombreuses langues anciennes. Et je vais juste dire comment j'ai connu Clarisse. Je l'ai connue en suivant ses cours sur la période achéménide, donc une dynastie qui a régné dans l'ère géographique qu'on appelle l'Iran aujourd'hui. Cette dynastie la fin de cette dynastie était autour de 330 et elle présentait cette période historique qui est bien loin de nous de manière très très vivante. On le vivait au jour le jour et toute personne de tout horizon venait assister au cours de Clarisse tellement il rendait dynamique et vivante cette période très lointaine. Merci Clarisse. Ben, j'espère que je vais arriver à ne pas vous décevoir. Bon, d'habitude, je parle sans micro. On va essayer si ça marche. Est-ce que ça me va comme ça? Oui. Hein. Bon. Donc, je m'appelle Clarisse Ehrenschmidt. Je suis chercheur au CNRS, rattachée au laboratoire d'anthropologie sociale fondé par Claude Lévi-Strauss, mais je ne suis pas ethnologue de métier, c'est-à-dire que si je fais de l'anthropologie, ça n'est pas à partir du terrain ethnographique, d'accord? Je ne vais pas dans une population particulière pour expérimenter le mode de vie des membres de cette population et rapporter par la suite dans des comptes rendus ce que j'en ai vécu. Je fais de l'anthropologie de façon particulière, qui est à partir des textes et en analysant, disons, ce que signifient les signes. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mon terrain premier, si je puis dire, c'est l'Iran ancien, dont a parlé Madame Katouzian, l'Iran du premier millénaire avant notre ère. Je suis en effet spécialiste de l'Empire achéménide et de tout. C'est Darius, Xerxès, les guerres médiques, les contacts violents entre l'Iran et la Grèce, l'entrée du monde de la grande steppe dans le monde méditerranéen qui a fait, disons, la première globalisation antique. Et en travaillant sur ces langues, sur ces civilisations, j'ai dû apprendre un certain nombre d'écritures et je me suis dit, au fond, traiter l'apprentissage des écritures comme une difficulté supplémentaire, ce que c'est, bien sûr, c'est extrêmement difficile, bien sûr, eh bien, on pourrait peut-être l'inverser, et au lieu d'y voir seulement un obstacle, une calamité, et en même temps la cause de structurations bureaucratiques qui détruisent les pratiques de l'intelligence, eh bien, voyons-y un champ à quoi réfléchir. Nous parlerons donc des signes, aujourd'hui, des signes écrits, des signes d'écriture, écriture des langues, écriture des nombres et également écriture informatique. Et nous allons commencer par dire qu'est-ce que c'est grosso modo qu'un signe. Bien. J'ai cassé mes lunettes, donc je ne peux pas les mettre. Je ne vous vois pas bien. D'accord? Donc, le truc est parti, là. Je ne vous vois pas bien. Donc, si vous voulez parler, si je ne suis pas clair, si vous n'avez pas compris, il faut tout de suite intervenir. D'accord? Si vous levez le doigt, ce ne sera pas évident pour moi. Bien. Il ne faut pas hésiter, je parle sans notes. Donc, il peut m'arriver de zapper une étape du raisonnement, parce que si j'ai des notes, de toute façon, je n'arrive pas à les lire. Et si je zappe un passage du raisonnement, ce sera difficile à suivre, donc il vaut mieux tout de suite manifester, d'accord? C'est la première chose à faire, c'est de dire « j'ai pas compris ». Bon. Et puis pas lever le doigt, faut dire. Alors, nous allons donc envisager l'histoire de l'écriture. Bien. L'histoire de l'écriture, comme j'en ai fait une part de théorie dans ce bouquin, Les trois écritures, langue, nombre, code, paru chez Gallimard en 2007. C'est la raison pour laquelle je crois à la parution de ce livre. Monsieur Hu Chong-Guigardi m'a invité ici aujourd'hui, ce dont je lui suis extrêmement reconnaissante, car depuis quelques années, je suis interdite de parole à Paris, étant donné la difficulté interne du monde académique parisien. Donc, je suis très reconnaissante de pouvoir m'exprimer ici. Il y a encore d'autres raisons à cela,
Mais je vais vous expliquer pourquoi cela a été possible, ce que Hoshang lui-même ne sait pas. C'est que Hoshang, c'est un vieux nom iranien qui se dit Haoshangha, en langue du premier millénaire avant notre ère. C'est un héros culturel de l'Iran mazdéen pré-islamique. Et ce héros culturel est celui qui apporte l'intelligence technique. C'est le héros culturel de l'intelligence. Il ne le sait pas, vous non plus. Mais maintenant, tout est clair. C'est vrai, je vous invente rien. Il y a une mythologie sur Hoshang, elle n'est pas très très vaste. Et il est vrai qu'il y a 30 ans, je m'étais dit, tu devrais travailler là-dessus. Et la mythologie est un petit peu réduite. Il y a des passages dans le Yacht, dans le Zorm Yacht. Il y a des passages qui se prolongent dans le livre des rois de Ferdowsi, où Hoshang est un personnage qui est devenu un prénom. Mais c'est un héros culturel qui participe dans la grande mythologie, disons, qui raconte l'histoire du temps en Iran ancien, parce que le mazdéisme de l'Iran ancien est fondé sur une théorie du temps, qui raconte l'histoire du temps, et dans la mythologie d'histoire du temps, il opère un des passages entre le divin et l'humain. Donc, Hoshang, voilà, te voilà messager, et au fond, ça te ressemble assez bien. Donc, nous allons parler de l'histoire des signes en parlant de l'histoire de l'écriture, c'est-à-dire des signes écrits. Hoshang avait insisté pour qu'on parle des nombres et des langues, en quoi il a absolument raison. Puisque dans l'écriture, nous manions aussi bien des signes pour les éléments de la langue, c'est-à-dire grosso modo des lettres, et des signes pour les nombres, c'est-à-dire des chiffres. Je vous signale à tout hasard que si vous écoutez couramment la radio et la télévision, eh bien on vous dira toujours il y a eu un accident à tel endroit et on ne connaît pas le chiffre des tués. Le chiffre des tués n'a aucun sens. Aucun. D'accord? C'est le nombre des tués qui a sens. Il faut commencer par faire une différence entre nombre et chiffre. Or, vous avez dans l'ensemble été mal éduqués par vos instituteurs, lesquels vous ont appris qu'il y avait 10 chiffres et ensuite tous les nombres. C'est pas vrai. Il y a une infinité de nombres et pour les écrire, nous avons 10 signes, de 0 à 9. D'accord? Ce sont des signes. Les chiffres sont des signes, c'est-à-dire des éléments graphiques pour écrire une unité arithmétique qui est un nombre. D'accord? C'est pas pareil. Les nombres sont en nombre infini. Les signes pour les écrire, c'est-à-dire les chiffres. Il y a d'autres signes pour écrire des nombres. Pi, par exemple. Pi, le signe de la lettre grecque pi est un signe pour un nombre. Pour le nombre pi. Bon, il y en a d'autres. Il y en a encore d'autres. Mais la base des signes pour écrire les nombres sont en tradition indo-arabe, puisque ces signes-là viennent de l'Inde, transmis pas par les Arabes, par les Persans, et par les Arabes ensuite. Les Persans d'expression arabe, ce sont 10 éléments graphiques de 0 à 9 et un mode d'écriture par position. Bon, il faut bien savoir d'abord que je fais une différence entre chiffres et nombres et que je sais que, grosso modo, étant donné le chaos d'expression à la radio et à la télévision, les auditeurs ne la font plus et les enfants des écoles plus du tout. Parce qu'il y a un chaos conceptuel. Ce chaos conceptuel, chez les profs et chez les journalistes, il ne nous étonne pas, bien sûr. Il nous étonne un peu plus chez les profs, quand même. Puisqu'une grande part du chaos dans lequel nous sommes vient de la malformation intellectuelle radicale des gens des médias. Si vous ne différenciez pas nombre et chiffres, ça va être une vraie difficulté dans l'histoire de l'écriture. Puisque, comme nous allons le voir, capter par des éléments qui les matérialisent les nombres, capter les nombres par des éléments qui les matérialisent, et qui ne sont pas toujours des chiffres, mais d'autres objets, est dans l'histoire de l'écriture dont je traite, l'élément moteur de la transformation des signes. Nous allons voir ça. Maintenant, de quelle partie de l'histoire de l'écriture je traite? Je traite de l'histoire de l'écriture depuis l'invention de l'écriture en Irak et en Iran
à la fin du 4e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire vers 3300 avant notre ère, moins 3300, hein, en Irak et en Iran. Hein. Bon, c'est écrit trop petit, là, je pense. Hein. Ensuite, bon. Jusqu'à plus de 1000. Jusqu'à l'écriture informatique et réticulaire, celle des réseaux, en plus de 1000. Je n'ai pas continué au-delà de plus de 1000 parce que je comprends. Je vois bien l'évolution technique, mais je ne peux pas rentrer dans les détails des portables qui reçoivent l'Internet et des choses de genre. Bon, j'ai arrêté. Hein. Ça fait déjà 53 siècles. Hein. Bon, ça suffisait pour mon appétit de savoir. Par ailleurs, l'interprétation de l'histoire des signes que j'ai construite ne concerne pas la planète. Hein. Je ne traite que de ce qui se passe au Moyen-Orient, Proche-Orient, Iran, Irak, Proche-Orient, Phénicien, lui, un peu de l'Égypte par raccro, mais pas de l'Égypte en soi, la Grèce, et puis l'évolution européenne, et ensuite les extensions du monde européen. C'est-à-dire, grosso modo, les États-Unis dans le rôle majeur qu'ont les États-Unis dans l'informatique. Il n'est donc pas question de l'histoire des signes écrits en Extrême-Orient. L'Inde, je l'ai laissé de côté, alors que du point de vue de l'écriture des langues, elle hérite du système phénicien. La Chine, la Corée et le Japon, c'est-à-dire le système sinisé. D'accord? À l'Inde, j'ai pas un peu de sens qu'ils auraient pu en parler, mais ça me prenait encore quelques années d'intégrer l'Inde. Et Chine, Corée, Japon, je ne comprends rien. Et le monde maya non plus, qui a son écriture propre dans l'Antiquité, je ne comprends rien non plus. Donc, la visée de ce que je vais vous raconter n'est pas une visée universaliste. D'accord? C'est bien clair. C'est essentiel pour moi. D'accord? Il ne s'agit pas d'un discours sur l'homme. Il s'agit d'un discours sur un fleuve sémiologique qui est en effet une histoire qui prend sa source au 4e millénaire avant notre ère, qui depuis l'Irak et l'Iran gagne la Méditerranée, se trouve accompli et repris en charge par la Grèce au 7e siècle avant notre ère, et continué par l'Europe, et repris encore une fois en charge par l'Europe et l'Amérique avec la création de l'informatique. Il y a donc 3 grandes étapes. La première invention des signes d'écrire dans cette région du monde en 3300 avant notre ère, écriture des nombres, écriture des langues. La deuxième invention d'écriture est une réinvention d'écriture avec la monnaie frappée sur métal précieux vers 600 avant notre ère, en Ionie, dans le monde grec ionien, Méditerranée, Grèce, et zone ionienne, c'est-à-dire la façade méditerranéenne de la Turquie actuelle, occupée par des Ioniens depuis le 9e siècle à peu près, d'expression grecque, autour de la ville d'Éphèse, donc si on a le temps, on va voir un peu. Et ensuite, réinvention de l'informatique, entre 1936 et 1948, grosso modo, avec Alan Turing, Diplom von Neumann et d'autres. On n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, et je vous signale tout de suite que c'est sur cette zone que mon expérience est appelée chose très totale. Hein, j'ai fait ce que je pouvais pour comprendre comment marche un ordinateur. Bon, bien, je comprends mieux comment marche une écriture antique. Bien. Et j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait mon devoir de chercheur, qui est d'aller sur le territoire où on est en risque. On est en état de risque. Ça a donné ce que ça pouvait donner. Ça a donné surtout qu'il est possible d'inscrire l'extraordinaire technologie de l'informatique et de l'écriture informatique et de l'écriture réticulaire, c'est-à-dire des réseaux, à l'intérieur d'une histoire des signes qui a déjà 53 siècles. Nous vivons un chambardement sémiologique, quelque chose. Eh bien, on peut parler cette fois-ci de révolution, puisqu'il y a l'idée de retour, d'exploration d'un mode qui évolue et qui revient, jamais sur ses pas. Les RAPIDN ne revient pas sur ses pas, mais ça redéploie une possibilité. Et qu'en effet,
cette révolution sémiologique que nous vivons, elle transforme, elle touche les consciences, elle touche le rapport au monde, et étant une révolution dans les signes, elle touche les psychés. Alors, donc, c'est pas universel, hein. Ça, ce que je vais vous raconter dure sur 53 siècles, et on va aller un peu vite, évidemment, parce que pour raconter tout ça, il faut plus que 2 heures. Hein. Je vais néanmoins finir mon café. Nous allons observer, dans la mesure du possible, et avec des images, nous allons observer les ressemblances et les analogies qu'on peut voir entre l'artefact, c'est-à-dire l'objet qui a permis l'invention de l'écriture première en Mésopotamie et en Iran aux environs de 3300 avant notre ère. Je vous le fais pour un prix de gros, hein, parce que les dates ne sont pas absolument claires pour les périodes les plus anciennes. Tout le monde le fait pour un prix de gros, je vous signale. Hein. Bien. Et donc nous allons observer cet artefact. Nous allons observer l'artefact qui a permis l'invention de la monnaie frappée sur métal précieux. Comme rénovation, comme nouvelle invention de l'écriture, et non pas de l'écriture des langues, mais de l'écriture des nombres et de leur rapport, à l'exclusion des signes de la langue. La monnaie frappée est un vecteur d'une écriture des nombres et de rapport entre ces nombres qui ne se sert pas des signes pour la langue. Nous allons donc voir des figures arithmo-géométriques. Et nous allons voir après, un peu vite, l'ordinateur de papier, qui est l'invention d'Alan Turing, publié en 1936-1938, qui est le texte théorique, spéculatif, à l'intérieur de l'histoire des mathématiques, qui fondant ce que va devenir un ordinateur, c'est-à-dire un calculateur. C'est cette analogie construite sur 3 artefacts, séparés à peu près, grosso modo, par 27 siècles. Et pourquoi tu ne l'utiliserais pas? Qu'est-ce qui te gêne dans le mot artefact? Artefact, je sais pas, dans une manip, c'est ce qui gêne une expérience. C'est ce qui gêne une expérience. C'est ce qu'on n'aurait pas dû voir. Oui, c'est un artefact. Ah bon. En français, artefact, ça vient du latin. Ici, il y a le verbe facio, facere, qui veut dire fabriquer, faire, et il y a le mot ars, qui veut dire technique. Ars ou art, qui veut dire technique, c'est-à-dire c'est un objet technique. C'est tout ce que ça veut dire, artefact. Hein. Ça n'empêche rien. Ok? Ça veut dire que c'est un objet fabriqué par les autres, par l'art. L'art voudrait dire à la fois l'art et la technique, bien sûr. Comme en latin comme en grec. Bien. Ça va avec artefact? Oui. Qu'est-ce que j'aurais pu prendre d'autre? Tu me feras des suggestions, hein? Bon. J'ignorais qu'il y ait un usage négatif d'artefact. Hein, c'est ce qui fausse les manips. On fait une courbe et on attend, puis on a un point qui sort de la courbe attendue. Ça, c'est un artefact. Il y a eu procès. Ce serait intéressant de réfléchir pourquoi on l'appelle comme ça. Hein. Ça, c'est le point de vue des scientifiques qui se croient toujours un peu, qui se prennent toujours un peu pour Dieu, bien sûr, oui. Et bon, sans quoi il n'y aurait pas de science. Hein. C'est le défaut et la qualité de la science, bien sûr. Et puisque ce qui permet est également ce qui empêche. Hein, nous sommes dans un monde imparfait. Et l'artefact permet et en même temps empêche, bien sûr. Et si on veut s'en débarrasser, c'est qu'on veut se débarrasser des conditions de possibilité de ce qu'on fait. Et en effet, il y a toujours une tension entre le possible et l'impossible. Bien. Donc, nous allons comparer les artefacts de Myrnose, donc de l'invention de l'écriture au sens général du terme en 3300 avant notre ère, de l'invention de l'écriture monétaire arithmétique sur support monétaire en 600 avant notre ère,
et de l'invention de l'informatique en, disons, 1936-38, vous voyez bien que les dates récentes sont précises, les dates anciennes ne le sont pas. Plus on recule dans le temps, plus la datation est difficile. Bien. Cette comparaison a un avantage, disons, permet une interprétation que je vais vous donner tout de suite, ce qui vous permettra de m'écouter en se disant, mon Dieu, on nage pas dans la folie. Bien. Bon, on nage toujours un peu. C'est que pour produire une nouvelle écriture, étrangement, il se fait que les artefacts qui permettent ces inventions ont en commun d'être l'externalisation, ou plus exactement, la représentation matérielle d'un organe sémiologique du corps humain. La bulle enveloppe, qui est l'artefact qui permet l'invention de l'écriture au sens général, représente la bouche. Le globule d'argent puis d'électrum, qui permet l'invention de la monnaie frappée, vecteur de l'écriture des nombres et de leurs rapports, représente un œil. L'ordinateur de papier représente aux yeux même d'Alan Turing et de John von Neumann un super cerveau. Les hommes de cette région du monde, entre le Moyen-Orient, la Mésopotamie, l'Iran, la Grèce et l'Europe et l'Amérique, se servent pour créer de nouveaux systèmes de signes d'un artefact qui représente, en l'externalisant, l'organe sémiologique de ce qui va être écrit. L'organe sémiologique du corps humain responsable de ce qui va être écrit. Vous me suivez? Ou on recommence? La bouche, organe du langage. L'œil, organe de l'estimation économique. Comment vous faites, vous, pour estimer la valeur de quelque chose? Bien. Vous touchez. Oui, mais parfois on ne peut pas. Hein? Pardon? Au pif? Ah oui, mais vous ne sentez pas. Pour le parfum. Mais le pif, dans ce cas-là, en effet, c'est une bonne idée. C'est une bonne remarque. Bonne remarque. Pourquoi est-ce qu'on dit au pif? Très bien. Bonne remarque. On dit au pif parce que le pif ne sert pas, je pense. Hein, mais ça demanderait de travailler. Ça demanderait de travailler, cette affaire-là. Pardon? Au pif, c'est pour choisir les personnes. Ah bon? Vous ne faites pas le pif si vous voulez acheter un cheval? Non. Pas sûr. Ouais. L'odorat, à mon avis, c'est plus entre deux corps. Oui. Et pas moins pour les objets. Bon, bien. Bon. L'œil, c'est gratuit. L'œil, c'est gratuit. Le pif, on paye. Bon. À l'œil, c'est gratuit. Bon, très bien. Mais, bon. Mais tout ça, c'est des remarques intéressantes. Hein. Comment on pense les signes dans le corps humain? Hein? Voilà. Bien. Et donc, l'ordinateur théorique d'Alan Turing représente un super cerveau, comme Alan Turing l'a dit, et John von Neumann aussi. Bien. Alan Turing étant britannique, et John von Neumann américain. Enfin, hongrois d'origine, est devenu américain. Donc, nous allons voir cette correspondance-là qui fonde les méthodes de ce que moi j'appelle l'Occident. Pour moi, l'Occident commence à l'Iran, je vous préviens tout de suite, c'est pas tout à fait le plan général. Hein. Bon, c'est comme ça. L'Occident commence à l'Iran. L'Iran est toujours tourné vers l'Ouest dans toute son histoire. Bien. Non, ça ne veut pas dire qu'il nie l'Afghanistan et l'Inde, mais grosso modo, l'Iran est tourné vers l'Ouest. J'ai une vision des choses qui n'est pas la vision courante. Donc, laissons cela, mais voyons donc les artefacts qui sont les machines qui décoincent la possibilité d'inventer un nouveau mode de captation des signes, par des signes écrits. Nous allons voir donc ces artefacts et la comparaison. Je vous donne la clé dès le début en disant il s'agit d'une représentation d'un organe sémiologique interne au corps humain. La bouche, l'œil, et pour l'ordinateur, dans les textes de Turing
et de von Neumann, le cerveau. Bien. Maintenant, allons vers quelque chose d'autre, de plus général. Qu'est-ce qu'on appelle un signe? Et dans quel sens j'emploie signe? Vous êtes, pour certains d'entre vous, des médecins. Hein. Vous utilisez peu le terme signe, vous utilisez plutôt le terme de symptôme. Un symptôme est un signe. Hein. La catégorie de signe embrasse, le mot de signe, le concept de signe embrasse des usages socio-professionnels ou techniques ou scientifiques plus zonés, plus spécifiques, comme celui de symptôme. Si un médecin génial considère que quelque chose qui apparaît sur le corps d'un patient est un symptôme d'une maladie qui, jusqu'à présent, par exemple, n'avait pas été observée ou différenciée, ou bien dont ce symptôme n'apparaissait pas comme précisément un signe, c'est un symptôme pour lui, mais pour que ça devienne véritablement un symptôme, il faut qu'il en convainque ses collègues. D'accord? Sinon, ça n'est qu'un symptôme pour lui, c'est-à-dire un symptôme pas véritablement symptomatique. Si je ne comprends pas la médecine, je vous signale que c'est tout à fait normal. J'ai appris à 40 ans qu'on avait 2 poumons. Bien, bien. Non, non, je ne connais pas ces choses-là. Bien, mais disons que ma démonstration va dans un seul sens. Il n'y a de signe que dans la mesure où au moins 2 personnes sont d'accord sur l'interprétation commune de ce qui, sans interprétation, n'est qu'une marque ou un truc ou rien. Le signe signifie que 1, il y a interprétation, 2, il y a accord sur l'interprétation. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de signe qui ne soit valable que pour une personne. Si c'est valable pour une seule personne, eh bien, le but dans la science, c'est d'en convaincre les autres. Bien. Signe est un objet qui, d'une part, nécessite une interprétation, d'autre part, nécessite une interprétation collective. C'est cela, c'est dans ce sens-là, et seulement dans ce sens-là, que je l'emploie. Bien évidemment, cette approche du signe, bon, elle n'a rien d'extraordinaire, hein, elle est assez courante, elle est même normale. Hein. Cette approche du signe est fondée sur ma formation première, qui est celle de la linguistique et de la philologie. Le modèle, en effet, est un modèle en quelque sorte linguistique. Hein. Si le mot pour moi, gougou, ou bien, par exemple, quel est un mot que j'utilise et qui n'a de sens pour personne d'autre que pour moi, il y en a un certain nombre, eh bien, ce n'est pas un mot. C'est pour moi une formation qui se sert des phonèmes de la langue française, hein, dont je me sers moi-même pour exprimer une relation ou pour nommer quelque chose, mais ça ne devient un signe que si quelques personnes le reconnaissent comme tel. Sinon, ça n'est qu'un agrégat de sons. Je ne me servirai jamais, ou à peu près jamais, de signifiant signifié et de référent. Wu Shang m'a invité ici, ce qui est fort brave de sa part, car j'ai écrit une méchanceté sur Lacan que vous pouvez trouver sur le web, hein, qui s'appelle Une citation admirable, l'inconscient est structuré comme un langage, ce qui, pour moi, la phrase l'inconscient est structuré comme un langage ne veut strictement rien dire. Non, la liberté d'esprit de Wu Shang est tout à son honneur. Donc, un signe est une marque, n'importe quoi, une marque que nous prenons collectivement pour véhiculant une signification. C'est dans la mesure même où nous reconnaissons une signification à plusieurs qu'un signe existe. Il y a interprétation et interprétation nécessairement collective. Bien. Cette affaire a une certaine importance parce que
il y a deux grandes tendances dans l'esprit humain, dont certains d'entre vous sont plus au courant que moi. Il y a la paranoïa et la schizophrénie, entre lesquelles les gens normaux se débrouillent comme ils peuvent. La tendance paranoïaque est de multiplier les signes. Un bon paranoïaque est quelqu'un qui va vous entreprendre pour vous convaincre que son interprétation de tel signe est la bonne, n'est-ce pas? J'ai été il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui avait dirigé des choses importantes en France ou en Europe, qui a passé 3 heures à essayer de me persuader que le 11 septembre était un acte entièrement organisé par la CIA. Donc, il y avait une tendance à me faire voir tout ce qui pouvait être donné autour de cet événement récent comme un signe de la présence de la CIA. J'avoue qu'au bout de 3 heures, je me hâtais d'aller fumer une cigarette sur le trottoir. Bien. Mais ce développement fort long de quelqu'un d'assez brillant était un développement de type paranoïaque. Il fallait accepter que tous les signes qu'il sortait fussent interprétés dans le sens qu'il voulait par moi. Parce que tant qu'il ne convainc personne, il reste seul. Il y a multiplication paranoïde des signes et de leur interprétation et volonté de convaincre. Bien, il y a d'autres choses aussi. Mais en ce qui concerne les signes, la paranoïa est de cet ordre. Dans la schizophrénie, il y a retrait des signes. Retrait du caractère collectif, interprétatif, commun. Le schizophrène se retire. Hein? Le paranoïaque en rajoute. Et les gens normaux se débrouillent. Or, dès qu'il s'agit de signes, il y a ces signes des langues, bien sûr, mais quand on parle des signes des langues, et quand on parle des signes d'écriture, il ne faut jamais perdre à l'esprit que les signes des langues et les signes d'écriture sont des artefacts, hein, formés par l'homme au cours des millénaires, hein, mais qu'ils sont directement branchés, fondamentalement connectés sur les structures de la psyché humaine. C'est-à-dire qu'ils sont connexes par l'expression linguistique et par d'autres phénomènes aux signes fondamentaux de la condition humaine, qui sont la différence sexuelle, l'âge, on est vieux ou on est jeune, hein, la maladie ou la santé, ouais, on va y mettre la richesse ou la pauvreté, hein, peut-être. Est-ce que c'est un fondamental de la condition humaine? Non. Enfin, c'est, disons, assez généralisé. Hein. Donc, une transformation dans les signes des langues et les signes d'écriture et les signes de l'échange atteint par définition, mais je ne suis pas encore dans l'état de vous dire pourquoi et comment, c'est là-dessus que je travaille maintenant, atteint la lecture des signes que porte chacun en soi. Car qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des machines à signes d'une certaine façon. Nous en émettons sans arrêt. Et autant nous en émettons, autant nous en captons. Nous en émettons sans cesse des signes. Et nous en captons sans cesse. Et une part de la normalité, c'est de maintenir un équilibre à vouloir ne pas tout capter. Parce que c'est trop. Et si, grosso modo, le schizophrène se retire, c'est parce que, d'une certaine façon, quelque part, il capte trop. Et qu'il y a un endroit où c'était trop. Quelque chose s'est passé dans la captation et dans l'abondance. Donc, nous en produisons sans cesse avec le corps, avec la bouche, avec le regard, avec la parole, avec l'écriture, avec la monnaie, avec l'argent, avec la télé, la radio. Et nous les multiplions. Hein, et nous sommes en situation d'en recevoir en permanence, par tous les sens, hein, par les 5 sens. Et la normalité, c'est quelque chose qui arrive à peu près à trier pour ne pas être noyé. Or, le monde moderne, hein, est un monde qui a, depuis, disons 95, depuis l'existence de la toile, enfin, du web, et avant avec l'informatique, et avant avec la télé, la radio, etc., il y a eu explosion de signes captables par les humains, qui n'ont rien demandé de tel, hein, je vous signale. Hein.
Ça leur tombe dessus, quand même. Hein? Non, cette explosion, eh bien, elle atteint plus ou moins les personnes, évidemment les sociétés, hein, mais également les psychés. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui, ce serait une autre affaire de rentrer dans ces choses-là, et rentrer dans ces choses-là nécessiterait de comprendre véritablement ce qu'a fait le structuralisme, ce qui est une lourde affaire.